Meillet, sénatrice du groupe de l'Union centriste. Vous avez 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues. Le groupe Union centriste aborde ce projet de loi de finances pour 2023 avec le même esprit que lors des précédents textes financiers, rigueur budgétaire et recherche du plus faible déficit possible. Avec monsieur le ministre Le Maire, nous sommes à l'euro près. Avec vous, monsieur le ministre Attal, nous voulons éviter le dérapage budgétaire. Pour cela, nous proposons une trajectoire différente de la vôtre en recettes et en dépenses. Mes collègues compléteront mon intervention. Je vais pour ma part aborder les recettes. Il manque des recettes dans ce PLF 2023. Il manque une contribution exceptionnelle générale sur les bénéfices. Il manque la CVAE. Monsieur le ministre, pas plus que vous, nous n'avons envie de prélever des impôts. Pas plus que vous, nous n'imaginons freiner l'allant de nos fleurons du CAC 40. Mais bien autant que vous, nous anticipons les milliards de dépenses exceptionnelles auxquelles l'État devra consentir pour protéger nos concitoyens et nos entreprises des crises à venir. Aussi, nous devons saisir toutes les marges de manœuvre afin de nous prémunir de déficits irréversibles. Monsieur le ministre Le Maire explique très bien pourquoi nous devons éviter la spirale inflationniste et il se dit inquiet de la situation britannique. Mais il se trouve que dès 2023, la France va devoir emprunter 270 milliards pour financer sa dette, soit 10 milliards de plus que l'an passé. Le taux auquel elle empruntera ne sera plus négatif, mais bondira à 2,5 voire 3% pour les OAT à 10 ans, ce qui nous entraîne dans un début de spirale impossible à contrer dans quelques années. À ce jour, la maturité de notre dette d'environ 8 années et les taux d'emprunt sans cesse décroissants des décennies antérieures ont rendu le coût de nos emprunts dérisoire. Mais c'est terminé et nous voyons dès 2023 et des remboursements d'emprunts qui augmentent et des taux d'intérêt alarmants. Voilà qui nous ordonne de réduire le déficit public. Nous partageons l'analyse de Philippe Lane, chef économiste de la Banque centrale européenne, qui craint l'accumulation des déficits de plus en plus difficiles à financer, ainsi que son effet inflationniste. Il est donc favorable à notre taxation. Et oui, augmenter le déficit alimente davantage l'inflation que de prélever l'impôt pour le redistribuer. C'est la première raison pour laquelle nous proposons une contribution exceptionnelle sur les bénéfices élargie à tous les secteurs d'activité. Nous avons révisé notre amendement d'août dernier en relevant le seuil d'imposition aux entreprises réalisant plus de 10 millions de bénéfices nets et nous l'avons calé sur la taxation européenne. Nous appliquons le même taux de 33% aux bénéfices 2022 supérieur de 20% à la moyenne des 3 meilleurs résultats nets entre 2018 et 2021. La différence, c'est que nous souhaitons une participation de toutes les entreprises ayant réalisé des profits exceptionnels. Pas seulement les entreprises énergétiques que vous ponctionnez sans limite à la faveur du reversement intégral de leurs bénéfices via le bouclier tarifaire, 29 milliards et c'est parfait. Mais pourquoi les autres secteurs y échappent ? Pourquoi pas le transport, le luxe, les laboratoires, les assurances et les banques, celles qui remontent leur taux d'intérêt ? Monsieur le ministre Le Maire, en août dernier, lors du premier PLFR, s'opposait à cette contribution exceptionnelle, préférant que les entreprises fassent elles-mêmes des efforts en direction du pouvoir d'achat des Français. En ont-elles fait ? Pour la plupart, aucun. Et pour quelques autres, de timides gestes sans commune mesure avec les dividendes qu'elles ont distribués. Non, elles n'ont pas écouté monsieur Le Maire. Alors nous allons faire ce qui est juste. Prélever une contribution exceptionnelle sur des profits exceptionnels pour financer des dépenses exceptionnelles. Car l'État ne peut pas toujours dépenser tout seul pour tout le monde. Quand ça va bien, en supprimant les impôts, et quand ça va mal, en versant des aides. Il est normal qu'il récupère un peu quand certains s'enrichissent beaucoup.
Exactement comme le dit monsieur le maire, nous allons chercher l'argent là où il est. Pas seulement chez les gens du numérique ou de l'énergie, partout, car c'est juste, comme les baisses d'impôts précédentes ont su servir tous les secteurs. Et nous nous engageons bien à ce que cette mesure ne soit pas pérenne, mais reste exceptionnelle. Second point, le report de la suppression de la CVAE. Je dis report, mais nombre de mes collègues veulent suppression. Et oui, le Sénat et les collectivités tiennent à cet impôt, tiennent à ce lien tangible entre le PCI et l'entreprise, entre le nid et l'oiseau. Au PLF 2021, lors de la suppression de 10 milliards de cette CVAE, j'avais proposé un amendement préférant la suppression de la C3S, impôt taxant bêtement le chiffre d'affaires, même en cas de bénéfice, et il semble qu'il y ait matière à y réfléchir de nouveau. Pour l'heure, nous estimons ne pas pouvoir nous permettre de creuser notre déficit de 4 milliards pour compenser la suppression de cette année, et d'autant l'an prochain. L'État a besoin d'entreprises fortes et agiles, mais il a tout autant besoin de collectivités fortes et agiles. C'est pourquoi nous souhaitons remettre à plus tard, voire à jamais, la suppression de la CVAE. Voici donc 2 propositions de quelques milliards de recettes supplémentaires qui ne peuvent que tenter le ministre des Comptes publics. Mais peut-être sommes-nous assez riches. Je sais en tout cas que le Sénat le sera dans ces débats. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Madame Esther Benbassa, sénatrice